Salut mes petits chineurs, je suis ravi de me retrouver ici à Vauvert, dans le Gard, entre Nîmes et Montpellier, au village du Brocanteur. Alors un site incroyable, improbable, incontournable dans la région, car il s'agit du site le plus grand marché couvert en Europe. Près de 8500 mètres carrés, rendez-vous compte, de bâtiments industriels dédiés à l'Antiquité, à la décoration et à la brocante. Alors ça tombe bien, parce que la brocante, c'est l'une des passions préférées des Français et des Françaises. On va vous faire découvrir le temps d'un week-end ce site incroyable où plus de 80 exposants professionnels y présentent leurs marchandises dans des allées interminables. Alors c'est maintenant et c'est tout de suite, suivez-moi. Bonjour les amis, je suis ravi de faire votre connaissance. Voilà, vous êtes ici chez vous un peu, hein, parce que vous êtes à la base de ce magnifique projet. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir ce village du Brocanteur, cet endroit incroyable ici à Vauvert? L'idée, elle a été simple. Fin 2021, après 2 ans de Covid, où on avait souffert parce qu'il n'y a pas de déballage, pas d'exposition, rien. On est tombé sur ce lieu qui est atypique et on a pu, avec un propriétaire qui a été très agréable et qui a reçu notre proposition, créer ce village pour rassembler nos amis qui étaient dans la même difficulté que nous au départ, parce que 2 ans de Covid, ça a été hyper compliqué pour toute notre profession. On a commencé avec 2500 mètres carrés, on a appelé tous nos collègues avec qui on faisait les marchés, les foires, et qui ont répondu présents, et qui aujourd'hui, au bout de 3 ans, sont toujours présents sur le village, ils sont toujours avec nous, nous accompagnent et nous aident à progresser. Et on sent vraiment que c'est une famille ici. Je veux dire, tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie, c'est parti de la brocante. Et il y a une belle énergie, je trouve, une belle générosité. Et encore une fois, voilà, franchement, on a l'impression que ce village a toujours existé. Enfin, c'est l'effet que nous, vu de l'extérieur, nous donne. Comment on arrive à se démarquer par rapport aux autres centres d'intérêt pour la brocante, la décoration, l'antiquité qui existent déjà? On a une place, on est reconnu au niveau national, c'est sûr, parce que vu le monde qui vient, les marchands qui viennent se réapprovisionner de partout, que ce soit de l'Île-sur-Sorgue, de Pézenas, de Paris, encore hier des Américains. C'est très important. Au niveau national, on va rester modeste et humble. Au niveau international, il est vrai qu'on est en train de développer les déballages internationaux autour du village et qu'on va se retrouver avec une force vive, on va dire, qui va nous faire une impulsion supplémentaire pour nous amener des marchands et nous amener à une reconnaissance peut-être internationale. Que peut-être on a les clients, mais on n'a pas cette reconnaissance encore. Après, ça vient de quoi? Ça vient de la diversité des produits qu'on met, ça vient de la qualité des produits, et ça vient, je suis désolé, mais ça vient aussi beaucoup de l'accueil, de l'âme qu'on a créée et qu'on a à l'intérieur du village. Aujourd'hui, tout brocanteur se reconnaît dans ce qu'on a construit, et le concept est fait qu'il n'y a pas de cloison, ce n'est pas des magasins. C'est un hall d'exposition unique. On a créé un concept qui est comme ça. Comment on gère cette entreprise, encore une fois, avec 80 exposants professionnels, avec des fois de fortes personnalités? Comment on gère ce petit monde? Est-ce que ça vous laisse du temps aussi à vous? Parce que j'ai l'impression que vous faites que travailler. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps, effectivement, pour être tous les deux. Nous, on est un couple, avant tout. On parle beaucoup. On n'est pas toujours d'accord sur tous les points, mais on ouvre toujours la discussion. Et puis le fait que je sois une femme, il y en a également des brocanteuses qui sont quand même en nombre maintenant parmi nous. Ça aide aussi à parler différemment qu'un homme, des fois, qui est plus direct. Voilà. Moi, je passe un petit peu plus de temps peut-être à discuter. C'est vrai que les tâches sont réparties. Moi, je suis plus sur le terrain, je suis plus là dans le village, pour la vie du village, pour l'organisation, pour tout. Après, il y a toute une structure derrière. On a une secrétaire, on a une comptabilité. Donc,
Nathalie passe beaucoup de temps au bureau, l'administratif aujourd'hui en France est très lourd, c'est très compliqué. On a des normes, on a des choses à respecter. Donc le village fait partie intégrante de notre vie aujourd'hui. On arrive à la maison le soir, on parle du village, parce qu'on n'a pas le temps de se parler calmement autre que là. Mais après le temps, vous savez, c'est quand on crée quelque chose et qu'on arrive au bout de 3 ans à 9200 mètres carrés couverts de brocante antiquité. Il y a 3 ans, on ne l'aurait jamais cru, on ne l'aurait jamais espéré aussi vite et aussi rapidement, avec une influence qui est incroyable, hein, parce que on a un monde, que ce soit du particulier, parce qu'on parle beaucoup des marchands internationaux, mais on a une grande qualité de particuliers. Les gens qui vont regarder ce reportage et qui ont envie de s'installer ici, comment ça fonctionne, comment on vient, est-ce qu'il y a des critères d'entrée, est-ce qu'il y a une sélection pour entrer? Oui, il faut être professionnel. Pour être à l'intérieur du village, il faut être professionnel. Alors après, oui. aujourd'hui, oui, comme dit Nathalie, aujourd'hui il faut être professionnel, ça c'est sûr, c'est obligatoire, parce qu'on a des critères qui sont pas compliqués. Mais on a le privilège aujourd'hui, malgré tout, au bout de 3 ans, c'est de pouvoir choisir nos exposants. Donc je ne dis pas qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, parce que j'estime qu'on est tous brocanteurs et qu'on est tous au même niveau. Et il ne faut pas oublier d'où on vient, comme j'ai toujours dit. Nous, on a fait les marchés de France, on était dans le camion, on dormait dans le camion. Donc il ne faut pas oublier d'où on vient et qui on était avant d'avoir ça. Après, ceux qui veulent venir s'installer également, Voilà, on a aussi l'extérieur, ouais. où des personnes peuvent venir Après, aussi déballer le week-end. On se permet aujourd'hui de sélectionner et surtout, on regarde d'avoir une diversité. Alors, aujourd'hui, on a 80 brocanteurs, 137 stands. On est en prévision de agrandir de, on pense, 800 000 mètres carrés dans l'année, qui va nous permettre d'avoir une vingtaine de stands en plus. Donc, il est vrai qu'on a une liste d'attente. Mais malgré cette liste d'attente, vous voyez, aujourd'hui, on a une forte demande. On aimerait un brocanteur qui fasse que du jouet. D'amener la variété et la diversité pour que les gens... on part du principe, quand on construit avec Nathalie, quand on part du principe que les gens ils doivent tout trouver. C'est-à-dire qu'on a le bonheur d'avoir Hervé avec ses outils, on a le bonheur d'avoir Michel avec ses flippers, on a des gens qui font du vintage, on a des gens qui font que du rustique, on a du 20e, on a de tout. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi ça notre force, de ne pas avoir mis tout le monde de la brocante classique. C'est d'avoir diversifié et d'avoir sélectionné. Et voilà. Il y a de tout en prix. Hein. On Voilà. parle Et de on petits peut acheter, prix. on peut acheter de 5 à 30 000 € aujourd'hui au village. Dis donc Fabrice, mais qu'est-ce que tu fais dans mon IMSS? Salut Jean-Claude déjà. Il y a un petit moment que je t'attends, mais je suis tellement bien que je sais pas, même si je vais te saluer, si je vais me lever pour te saluer, tellement je suis bien dans ce fauteuil IMSS. Et ça me change un peu de mes hamacs. Hein. Bah oui, tu vois, tu peux apprécier le luxe et le confort du fauteuil de Charles Herré IMSS. Ouais, magnifique. Pourquoi ici à Vauvert? C'est un village du brocanteur assez dynamique et je voulais avoir un pied-à-terre dans le Midi. Donc j'ai choisi Vauvert parce que le village se développe énormément. Il y a une ambiance fort sympathique, les gens sont très agréables et c'est surtout aussi pour faire connaître ce que je fais à Lyon, faire la même chose à Vauvert. Où on trouve ce genre de marchandises? Où on se rapprovisionne? Effectivement, c'est une niche. Moi, j'achète et je vends sur toute la France. Parce que c'est très, très difficile de trouver des pièces du Corbusier, IMSS, tous les grands noms du design, que dans une région. Donc, je suis obligé de les chercher dans toute la France. Et donc, je fais ça tout le temps. Je fouine, je cherche, j'essaye de trouver des pièces merveilleuses pour faire profiter à mes clients. Et tu fais ça depuis longtemps, non? Alors moi depuis peu, j'ai une formation dans l'art, je suis ébéniste de métier. Ah oui. J'ai fait une longue carrière dans l'immobilier et par passion, je continue dans l'art, j'adore la décoration, j'ai décoré beaucoup de maisons dans ma vie, donc ça me permet d'avoir un petit peu de goût pour la décoration et surtout les belles pièces. Voilà, un spécialiste du vintage, 50, 60, 70, 70, 80. 80. On en arrête là? On arrête là.
Oui. Parce qu'après, bon, c'est trop récent et ça ne fait plus partie de la brocante. J'allais dire, les années 80, c'est des très très belles années. Les meilleurs, certainement. Peut-être, un bras nostalgique peut-être. Alors Oui, aussi. présente-nous ton stand qui part dans tous les sens. Donc, ben voilà, moi, je suis un passionné donc, de ces années-là. Donc, je fais tout ce qui est déco, bistrot, pub, restaurant, garage. J'aime tout ce style-là, tout ce qui est années 60, 70, le mobilier, Les le plaques formica, émaillées. les plaques émaillées, tout ce qui est meubles mobilier, formica, des Solex, des mobilettes, les jouets de ces années-là, qui correspondent à ces années-là, les miniatures, Les téléphones. les téléphones. Avec ce joli bruit qui nous rappelle notre jeunesse. Exactement, le Minitel. Les radios vintage aussi que je reconditionne avec un système Bluetooth. Elles sont restaurées et reconditionnées avec un système Bluetooth. Est-ce qu'on arrive à retrouver, quand on vend un objet comme ça, qui est relativement pointu, assez ciblé, qui touche aussi une niche de collectionneurs, est-ce qu'on arrive facilement à retrouver, quand on vend, est-ce on trouve facilement de quoi se rapprovisionner? Après, on a des personnes qui viennent et qui nous proposent, qui nous font des propositions de rachat, de vide-maison. Donc voilà, là, Et tu es plus dans l'achat, dans la vente ou presque dans l'échange? plutôt dans l'achat, vente et tout, parce que le troc, c'est plus délicat, quoi. Voilà, pour trouver des objets qui coïncident, quoi, on va dire, qui coïncident au niveau de la valeur marchande. D'accord. Donc le mieux, c'est d'avoir affaire à des personnes qui se débarrassent de certains objets et qui me proposent, si je m'intéresse, de les racheter, quoi. Et pourquoi ici à Vauvert? Enfin, est-ce que tu as une boutique aussi en Ukraine ou tu fais des navettes En fait, je partage ma diversité. Vu que je suis d'origine ukrainienne, j'habite en France. Depuis 2011, j'ai la boutique en Bulgarie, dans la capitale, dans Sofia. Ah, d'accord. Oui, donc après, à l'époque, j'ai attrapé cette maladie, cette passion pour antiquité brocante à franchise Troc de Lille. Donc, et maintenant, je suis là parce qu'en fait, la première fois quand je suis arrivée ici, c'est plutôt comme cliente. J'étais tombée, j'ai eu charme ici, j'ai bien aimé le lieu, l'ambiance et surtout les produits. Incroyable. Donc, en fait, j'étais une cliente d'abord. Et après, avec cette énergie, avec cette bonne connaissance, finalement, je suis là. Et tu achètes aussi en Bulgarie et tu ramènes en France? Non, c'est plutôt L'inverse. inverse. Oui, c'est plutôt inverse. Et après, je chine partout. Hein. Je chine partout parce que moi, j'habite à côté de montagne, donc je chine partout. Après, mon mari, c'est un Anglais, donc plusieurs fois, on a fait voyage en Angleterre. J'ai amené les produits qui viennent d'Angleterre. Donc, en fait, c'est la diversité du monde. C'est excellent. C'est le goût pour quelque chose qui est magnifique, le goût pour les voyages et le goût pour partage aussi. Hein. Et dis-moi, c'est pas trop difficile pour une femme de gérer une vie de famille, d'être tout le temps sur la route, gérer l'antiquité, porter des poids, tenir une boutique? Ça te laisse du temps pour toi? J'essaye toujours de trouver cette fameux équilibre. Équilibre entre être une femme, équilibre entre la vie familiale, équilibre entre les passions, équilibre aussi quand même dans notre métier, on fait beaucoup de choses. Hein. On fait, vous savez bien, on conduit, on charge, on décharge. En plus, j'ai fait des fois lifting express, j'ai fait que décaper les meubles, j'ai fait restaurer marqueterie. Donc moi, à la base, je suis quelqu'un qui est très dynamique et j'essaie de évacuer mon dynamisme dans la créativité et dans mon métier. D'accord. Et après, bien sûr que mon équilibre, je trouve avec la nature, avec les voyages et aussi j'ai fait du yoga. Et là, tu es épanouie ici à Vauvert, Ouais. dans le sud de la France. Ouais. Et surtout, j'adore cette partage. J'adore diversité, partager avec les gens différents. Donc, en fait, aussi avec les gens qui parlent les langues différentes aussi. Et c'est le partage qui m'a fait plaisir et émotionnel et partage esthétique aussi. C'est une clientèle plus jeune, plus âgée. Est-ce qu'il y a des trentenaires, des quadras qui achètent du linge de maison pour se rappeler leur grand-mère ou leur dimanche sur des repas en famille? Eh bien, écoute, j'ai un peu de tout comme clientèle. J'ai une nouvelle clientèle jeune qui s'intéresse au linge ancien, aux belles serviettes, davantage au verre, à la cristallerie.
Les jeunes aiment bien les beaux verres en cristal. Là, j'ai une bonne clientèle jeune, oui. Je peux te présenter un service de verre en cristal Saint-Louis, qui est une très grande cristallerie. Une cristallerie royale, on n'a pas plus beau, hein, en cristal. J'ai connu ce modèle un peu en couleur aussi. Oui, il existe, c'est ça. Ouais, c'est voilà. très, très beau. Ils sont tous estampillés, tous ils sont marqués. Tu as des belles carafes Baccarat. Tu vois, ça c'est apprécié par les jeunes. C'est un métier coup de cœur, passion. Dès qu'on a un objet qui nous plaît, on l'achète pour le revendre, en espérant que les gens aient même envie que nous. Et puis voilà, il faut que ça pète, qu'il y ait de la lumière, de la couleur. Voilà. Écoute, on s'éclate, on chine, c'est très intéressant. Le meilleur, c'est de trouver le bon article. Et puis voilà, on est content d'être à Vauvert. On fait ça tous les deux. Chez vous, on sent quand même que c'est très pointu. Si tu peux nous en dire plus, mon petit Daniel. C'est pointu parce qu'il y a des objets des années 50, 60, 70, 80 qui n'existent plus. On n'en fabrique plus, à part les copies, mais ça, on n'en veut pas. Et pour authentifier ces choses-là, il faut un petit peu avoir le temps de chiner et de les trouver, ce qui est plus rare. Mais quand on les trouve, on est content. Je suis sûr que vous avez un bon réseau. Alors, on a un petit réseau, mais on a surtout Vauvert qui nous aide à bien vendre. Et ça, c'est important. Le village est passionnant et il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir et découvrent tous les jours des nouveaux clients et des nouveaux acheteurs. Comment on travaille en couple? Parce que je pense que ce n'est pas évident. Quand on travaille ensemble, qu'on vit ensemble, on va poser la question à madame, est-ce qu'on supporte après toutes ces années? Ça fait 45 ans qu'on travaille ensemble. Après, chacun un petit peu son univers. Daniel peut aller chiner des objets. Il sait que j'aimerais, parce que alors ça, pourquoi, ne me demandez pas. Ça a été un bonheur pour nous, mais bon, c'est comme ça. Et on a exactement les mêmes goûts. Et non, mais on s'entend très bien. Bon, après, des fois, ça râle un peu, surtout moi. Lui, il est cool. Hein. Mais non, mais ça se passe très bien. Qui tient les comptes? Alors, aujourd'hui, c'est Daniel. C'est fini. Je ne fais plus de comptes. Moi, j'achète et lui fait les comptes. Salut mes petits chineurs. Eh bien, venez avec moi découvrir ce nouveau hall de décoration sur plus de 1000 mètres carrés, une féerie pour les yeux. Allez, on y va. Mama, 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 mama. Une boutique haute en couleur, un seul sec de terreur battu, le chant d'un crapaud sonneur, des lampions qui éclairent la rue, une forte odeur de vin rouge, des clochettes sonnent le tintamarre, petite éolienne qui bouge, les attrape-rêves chassent les cauchemars, sur des enfants écarquillés, sous des parents qui brûlent les mains, il faut lâcher quelques billets pour contenter tous les gamins. Mama, 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 mama. Eh bien, on se retrouve tous les trois ici dans ce hall de la déco, un lieu récemment inauguré. Et là, franchement, on en prend plein les yeux. Mais ça vient d'où tout ça, Jean-Philippe? Ça vient. Alors, c'est notre dernier bébé qu'on a inauguré en janvier. On a voulu mélanger un peu la brocante, la décoration, le contemporain. On a fait un mix de tout ça pour notre clientèle déjà, qui était très demandeuse. Et alors, bien sûr, il y a certains brocanteurs puristes qui vont dire que ça ne leur plaît pas parce qu'il y a de la copie, il y a de la réédition, il y a autre. C'est pour ça qu'on l'a appelé le hall décoration du village du brocanteur. Ça veut dire qu'on a axé notre bébé, là, le dernier, sur les 1000 mètres carrés vraiment de décoration intérieure, de jardin. Et bien sûr, on achète chez les fabricants, il y a beaucoup issus de magasins, de successions, il y a beaucoup de meubles de métier. Donc c'était un plus pour notre clientèle internationale et surtout les gens qui réparent des masses et des maisons bourgeoises un peu dans la région. Il y en a pour tout le monde.
Un achat coup de cœur, on vient, c'est vrai, régulièrement. Et le nouvel espace est absolument magnifique. Très, 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 très joli. Nous, on est très surpris aussi. On achèterait tout. On achèterait tout. Et vous, personnellement, vous êtes amatrice d'antiquité, de brocante, vous cherchez l'objet rare, ou alors c'est de la pure curiosité? Je suis amatrice de brocante, j'aime bien chiner. Et je découvre et je suis vraiment ravie parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pièces rares. 2 des 5 vendeurs qui sont ici de manière permanente, du mercredi au dimanche pour accueillir la clientèle, pour les renseigner, parce que souvent les marchands professionnels ne sont pas sur leur stand, et vous êtes ici pour faire leur job à quelque part. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Pour accueillir la clientèle et les renseigner quand les brocanteurs ne sont pas sur leur stand. C'est exactement ça. Et il y a eu un apprentissage, il faut connaître. Au départ, tu es un véritable passionné, tu as envie d'en savoir plus, de connaître. Qu'est-ce qui t'a amené à être vendeur ici dans ce centre incroyable où quand même il y a une marchandise très pointue qu'il faut quand même, je pense, connaître pour la présenter aux clients, où on a affaire à des clients qui connaissent autant que vous. Et à la sortie, vous êtes là juste pour les accueillir, les renseigner. Alors en fait, déjà à la base, c'était une passion. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait un poste qui se libérait, j'ai été attiré par le fait que c'était une passion. Donc déjà, ça c'est la première. Et ensuite, on apprend tous les jours, en discutant avec les brocanteurs, en discutant avec les acheteurs. Ça nous permet de nous mettre à jour et d'en savoir un petit peu plus sur tous ces objets et sur tout cet univers, quoi. C'est excellent. Et comment on quadrille, si je peux me permettre, si vous êtes 5, vous n'êtes pas toujours 5 peut-être de manière permanente tous les jours, mais comment on se quadrille, où chacun se promène dans les allées, vous avez des quartiers, comment... Non, il n'y a pas de quartier. Si les clients, s'il a besoin de quelque chose, n'importe quel des 5 vendeurs, il le fait la vente. Mais ce n'est pas chaque cas. Il n'y a pas de quartier pour tout le monde, non. Et dites-moi, vous avez calculé combien vous faisiez de pas par jour? Moi, je l'ai fait, parce que j'ai une application. J'en parlerai pas maintenant, mais ouais, entre 10 et 15 km par jour. Venez avec moi les amis, regardez, je suis dans un univers incroyable, au paradis de l'outil. Il y en a de partout, des outils d'art populaire. On va aller voir notre ami Hervé. Voilà, il va nous expliquer tout ça, mais quelle collection incroyable, regardez ça. Voilà Hervé, le patron. Salut mon ami. Bonjour. Eh bien écoute, raconte-nous, mais quelle idée d'avoir accumulé autant d'outils. C'est une collection personnelle, c'est un vrai métier? Oui, c'est une collection personnelle. Ah ben dis donc, combien d'outils en stock? Quelques centaines. Hein. Non, c'est pas centaines, quelques milliers je dirais. Voilà, quelques milliers. Eh bien écoute, montre-nous un objet rarissime dans ta collection. Alors, je vais vous montrer une paire de chaussures qui s'appelle des sols. C'était pour déboguer les châtaignes. Ça a 150 ans à peu près. Eh bien tu sais que je connais cet objet. Parce que moi je suis ardéchois à la base, et en Ardèche on avait ça pour les châtaignes aussi. Et ouais, ça c'est vrai que c'est rare. C'est une très belle pièce. Et c'est 18e ça? Fin 18e, début 19e. Ah ouais. Mais écoute, on ne sait pas où poser les yeux chez toi, tellement il y en a. Est-ce que la clientèle s'y retrouve là? Oui et non. Il y en a tellement que... Je pense que tu as une clientèle vraiment de collectionneurs et ils te demandent vraiment l'objet qu'ils souhaitent. Et donc, Je travaille beaucoup avec des compagnons, des gens du devoir. Bon, alors c'est quoi cet outil? Alors ça, c'est un dorloir de tonnelier pour couper les planches de tonneaux, quoi. Voilà. Écoute, ça intéresse nos personnes qui vont regarder. C'est magnifique. C'est tout un seul morceau, un métal forgé. C'est un dorloir, oui, c'est tout fait dans la même pièce, quoi. Est-ce qu'on trouve sa place à Vauvert en tant que femme au milieu de 80 exposants, pour la majorité d'entre eux des hommes? Comment on s'impose ici, Mélanie? Eh ben, j'ai pas vraiment eu besoin de m'imposer et je ne suis pas la seule femme. On est de plus en plus nombreuses, justement, parmi les exposants. Et j'ai très bien trouvé ma place. Il y a une grande solidarité en fait entre les exposants qui sont ici. Et voilà, je reçois beaucoup d'aide et c'est très convivial, donc tout se passe très bien. On est avec David qui se dit lui-même le débarrasseur.
Alors tu m'expliqueras ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est que les débarras. Mais toi, tu es là-dedans. C'est-à-dire un bosseur, on m'a dit, un bosseur incroyable qui débarrasse des maisons, des appartements et où les marchands d'ici viennent même se rapprovisionner chez toi pour revendre sur leur stand, peut-être même d'en face. Alors explique-nous ça. Quelle idée, le débarrasseur? C'est exactement ça. Donc, je débarrasse des maisons, principalement lorsqu'il y a des ventes immobilières ou des successions. Et suite à ces débarras de maisons, j'ai une activité de brocanteur. Ce qui me permet de pouvoir fournir un grand panel de personnes parce que du coup, je n'ai pas de spécialité dans la recherche des choses à vendre. Alors toi, tu travailles avec du volume, j'ai l'impression. Tu travailles avec du volume, à peine arrivé que ça repart. Exactement. Je travaille énormément de volume, donc mon intérêt, c'est de fournir mes collègues le plus rapidement possible pour ne pas stocker. Et lors de ces débarras de maison, ce que je fais, c'est que tout ce qui porte un intérêt pour la brocante, je l'emmène dans des locaux professionnels comme celui-ci. Et tout ce qui n'a aucun intérêt pour la brocante, c'est donné directement à des associations. Des choses qui sont trop modernes ou de l'électroménager ou des choses qui n'ont pas leur place ici. Et voilà, je suis avec Jana, une marchande américaine de New York. Oui. Et est-ce qu'on peut lui demander à Jana ce qu'elle fait ici? Oui, je m'appelle Jana et ma entreprise à Tuesany, c'est Jana Allen Design. Et ici, j'ai acheté l'antiquité à France et j'ai chargé le container et j'ai envoyé à Tuesany. La French Touch fonctionne encore aux États-Unis? Oui. J'adore le moderne et mid-century, c'est là, et le ancien et le vraiment meuble joli. J'ai acheté et je vends pour le designer de l'intérieur à Tuesany, pour le haut designer à Tuesany et le grand magasin à Tuesany, Los Angeles, New York, Chicago, le grand magasin. So, j'ai acheté ici et je vends très rapide à America. America, United States. Dis-moi, acheteur? Alors, acheteur et puis fouineur un peu, regarde. Et puis j'aime bien les vieilles choses, moi. Et qu'est-ce que c'est ce vase dans la main? Ah, c'est pour offrir à ma femme. Dis-moi, est-ce que tu as fait une belle affaire ou pas? Oui. Et dis-moi, à Vauvert, mais là, on est surpris avec l'équipe de TV07, mais il y en a de partout. Ah oui, c'est bien, on se régale, hein. Moi je me régale, moi. On aime bien ici. Tu viens toutes les semaines? Non. Et ta femme sait que tu achètes des choses en douce comme ça? Oui, mais derrière, elle ne veut pas y dire. Hein. Elle est pas trop loin. Chut, tu te mets à Ah oui. Bon, écoute, alors je t'embête pas. Bonne Chine à toi. Merci. Bon, ben Serge, je suis ravi de te faire ta connaissance. Gainsbourg et Gainsbar. Comment tu vas, mon Serge? Oui, ça va, moyen. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, mon ami? Bah écoute, on est libre de faire ce qu'on veut, on est sur la route pratiquement tous les jours, on n'a pas de limite, tu vois, que ce soit dans le travail, on est libre. Et j'aime faire ça parce que j'ai mon grand-père qui m'a mis ça dans le sang, puis j'ai mon père aussi. Et ça me plaît, tu vois. Voilà Jean-Claude, c'est un objet que je découvre. Ercole Barovietoso, années 50. C'est du Murano et c'est entièrement avec de la poudre d'or. Donc ce sont des pièces uniques. Oui, c'est des pièces de musée, quoi. C'est très belles pièces. Ça, c'était dans la vitrine d'un collectionneur suisse à qui j'ai racheté pas mal de pièces. Et ça, ce sont vraiment des pièces uniques que moi, j'adore. Ce qui veut dire, c'est que moi, je t'achète cet objet. C'est pas parce que tu as l'argent dans la poche que tu vas racheter la même chose. Ah, sûrement pas. Et d'ailleurs, je ne trouverai sûrement pas deux fois la même. Ça, cette magie, ce que je disais avec tes confrères auparavant, c'est que c'est un métier incroyable. C'est-à-dire, on achète
durant toute une vie, plein de choses différentes, mais pas forcément les mêmes. Il n'y a pas de marché-gare pour se rapprovisionner. C'est au coup de cœur, c'est au niveau des adresses que vous trouvez, au réseau que vous avez pour dénicher des perles rares, quoi. Tout à fait. Et on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Tout est différent. Et c'est ce qui fait le bonheur de notre métier. Et quand vous appelez dans les maisons, vous avez toujours le cœur qui tape en se disant derrière cette porte, qu'est-ce qui va se cacher? Est-ce qu'on ne trouverait pas un jour le Graal? Est-ce que c'est le rêve de tout brocanteur antiquaire? C'est exactement ça. À chaque fois qu'on rentre dans une maison, on a toujours la découverte et le bonheur de trouver des choses qu'on ne penserait même pas. Alors, il y a une nouvelle tendance, ça revient à la mode, ça s'est peut-être jamais perdu. Ça revient depuis quelques années. En tout cas, les flippers reviennent. Les jukebox reviendront certainement un jour avec les disques. Mais les flippers reviennent depuis quelques années. Ouais. Les gens en veulent un chez eux. Et dis-moi, c'est quoi la clientèle? Les quadras, les quinquas Après, c'est une question de finance aussi? Ouais, c'est une question de finance un peu. La clientèle, c'est plutôt à partir de 50 ans, 50, 70 ans. Est-ce que c'est des gars comme nous qui sont nostalgiques d'avoir joué une certaine époque et qui se disent maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas en avoir un dans son salon? Tu as raison, c'est exactement ça. Ouais. C'est des gens comme nous qui ont joué avec pendant des années, et gamins, et qui se sont dit j'en aurai un jour à la maison, et qui en ont acheté un, qui ont fini par en acheter un, et ça fait boule de neige. Est-ce qu'on trouve les pièces? Est-ce que c'est facile de les remettre en état? Alors c'est facile de remettre en état les mécaniques, plus facile que les électroniques qui sont réservées à un usage un peu plus pointu au niveau restauration. Mais on trouve toutes les pièces. Depuis les années 50 jusqu'à maintenant, on trouve tout est trouvable sur Internet. Est-ce que dans ton métier, parfois, on regrette d'avoir vendu un objet en se disant « je l'ai vendu à contre-cœur » parce que des fois, on a besoin aussi, on ne peut pas tout garder, et se dire « je l'ai vendu, mais je ne le retrouverai jamais ». Oui, il y a 2-3 flippers que je regrette d'avoir vendus. 2 flippers que je regrette d'avoir vendus. Il y en a un, ma mécanique des années 70, sur le thème d'une boisson non alcoolisée, qui est assez connu, et l'autre sur le thème de la musique avec Elton John dessus, qui s'appelle Captain Fantastic. Et ça, c'est introuvable maintenant. C'est trouvable, mais à des prix très élevés en fait. Une autre petite question, est-ce qu'il y a une cote ou... Il y a une cote qui existe aux États-Unis pour les flippers, et en France, la cote il n'y a pas de cote réelle en France, mais on se base sur le prix du marché en fait pour ces appareils. On va dire qu'il y a une dizaine de mécaniques qui sortent un peu du lot. C'est souvent les flippers mécaniques de la fin des années 70. Et après, il y a des flippers un peu mythiques en électronique dont la cote monte régulièrement quoi, sur le web. Et devant ces beaux vinyles qui grésillent, non, quand on les met un peu, il y a un petit... Ouais, alors les anciens grésillent un tout petit peu, et puis il y a des vinyles comme celui-là qui est en état neuf, et tu n'as aucun grésillement dessus. Tu as juste la chaleur du disque, comme les CD, sans avoir les petits grésillements que tu as sur des disques beaucoup plus anciens. Moi, je les nettoie quand je les vends. Ils sont propres, la pochette est changée, le disque est nettoyé, ce qui fait que le disque, sauf s'il est vraiment très rayé, le disque a un peu plus de chaleur qu'un CD et ne grésille pas du tout, quoi. Comment fait-on une bonne affaire à l'achat dans le vinyle? C'est le hasard. C'est le hasard. Tu peux fouiller dans des bacs, tu peux trouver la pépite que personne n'a trouvé, mais c'est de plus en plus rare. Trouver le disque vinyle rarissime, c'est difficile parce que tout le monde regarde, tout le monde cherche ça. Beaucoup de gens en tout cas. Et pour en revenir au flipper, voilà, c'est notre joujou de notre enfance, de notre adolescence. En termes de prix, pour les gens qui vont nous écouter, qui vont nous regarder ce reportage, est-ce qu'on peut donner une fourchette de prix? Parce que je pense qu'elle est très vaste pour un flipper de début de gamme, sans parler à la pièce rarissime. Alors la fourchette est large, c'est presque un râteau même. Les flippers, le premier prix que j'ai en flipper, c'est du mécanique, années 60, révisé, garantie, livré, il faut compter à peu près 2000 €. Entre 1800 et 2002 pour un flipper mécanique. 2700 pour un flipper mécanique dernière génération, pareil, entièrement révisé et garanti. Et à partir de 2007-2008 pour un électronique, jusqu'à 5-6 000 € pour des modèles plus récents.
Est-ce qu'on peut dire aux futurs acheteurs qui ne perdront pas d'argent, même si au bout de 4 ans, 5 ans, ils n'en veulent plus, eh ben, ils en auront profité et ça se revendra toujours? Oui, oui, c'est bien de dire ça. Alors, il ne faut pas les acheter pour faire un placement, bien sûr, hein. Mais par contre, c'est bien, ça prend, on va dire, à peu près 10% par an, un flipper, pour certains. Donc, c'est quasiment plus fabriqué. Il y a plus que 3 marques aux États-Unis qui en fabriquent. Donc, c'est des modèles qui sont difficiles à trouver aujourd'hui. Ouais. Donc là, les prix s'envolent un petit peu. Salut El Seigneur Juan. Bonjour. Bonjour. Écoute, tu vas nous présenter un objet unique, un tableau. Alors oui, il est unique par rapport à la signature du pilote de Maurice Trintignant qui a été signé en 1958 pour des amis. Et c'est l'original? La signature est originale, l'affiche aussi. Et ça, c'est difficile à trouver? C'est une pièce unique? L'affiche elle-même, non, mais c'est surtout la signature. Voilà, la signature sur l'affiche qui est plus convoitée que l'affiche elle-même. Et là, on touche des passionnés de l'automobile. Tout à fait, c'est le pilote qui a gagné le Grand Prix en 1954. Salut les petits chineurs, ainsi se termine notre visite ici au village du Brocanteur. J'espère que ces images vous ont passionné. On a pris un réel plaisir avec TV07 de vous les partager. Et moi je vous dis certainement à très vite pour d'autres aventures dans les yeux de Fabrice, pour vous présenter des endroits comme celui-ci, complètement atypiques, et rencontrer en toute simplicité des personnes hautes en couleurs. Alors on va terminer avec notre ami Tyson en musique, ce reportage. Ciao, ciao les amis. Merci Tyson.